Bonjour et bienvenue, c'est Susanna Croma. Aujourd'hui, j'ai un grand privilège d'être là avec Maïté Cantana, qui est présidente de Booster Game. Bonjour Maïté. Bonjour Susanna. Je suis vraiment ravie d'être là chez toi à Toulouse et on est en train de parler des conseils pour les entrepreneurs qui nous regardent. Et je sais que toi, tu as commencé en tant qu'autodidacte. Et quels ont été vraiment tes débuts? Parce que je sais que maintenant, tu as eu un succès fulgurant dans les affaires. Et comment tu as commencé? Je pense que j'ai commencé comme tout le monde. Malheureusement, avec mes petits doigts boudinés et en faisant. Il n'y a pas 36 secrets, c'est-à-dire on commence à prendre un projet, on le structure dans sa pensée, on va tout simplement se donner les moyens après de réussir. Quand on parle de moyens, c'est beaucoup de rigueur, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de relationnel, c'est tout ça en même temps. Malheureusement, il n'y a pas de hiérarchie, on ne peut pas dire qu'il faut faire certains paliers ou certains d'autres en suivant, c'est vraiment tout en même temps. Et derrière, voilà, on s'aperçoit qu'au fil des années, on est arrivé plus loin que ce qu'on avait prévu, parce que finalement, il y a l'inertie. Et puis il y a aussi notre côté, notre personnalité qui fait que finalement il y a des gens qui vont s'attacher à plus que d'autres. On va s'entourer, on va apprendre aussi à s'entourer avec des gens qui sont compétents, des gens qui ont une certaine intelligence, à l'inverse de la vôtre. Enfin voilà, il y a tout un tas de paramètres qui viennent tricoter, je dirais, ce beau projet et qui fait qu'au bout de quelques années, on se retrouve à travailler avec un peu plus de confort, bien entendu, que dans les premières années, avec un peu plus de budget, donc on arrive plus facilement à faire les choses rapidement, mais c'est vrai qu'il faut garder à l'idée que seul on va vite et à plusieurs on va plus loin. Oui, ça c'est très, très important, oui, c'est parce qu'en plusieurs on est plus accompagnés, n'est-ce pas? Et on a plus de support qui nous relie et qui de toute façon qui vont pouvoir nous donner plus d'élan. Je sais que toi tu as commencé il y a 14 ans. C'est ça. 14 ans. J'ai racheté cette société il y a une 14 années maintenant. D'accord. Voilà, on était sur un marché de niche puisque nous faisons tout ce qui est animation commerciale et mise à disposition de commerciaux auprès des industriels. Un peu compliqué d'être en province alors que tous nos confrères sont sur Paris. Très compliqué parce que tous nos clients sont parisiens et que lorsqu'on est à Toulouse ou en province, on a quand même une image un peu provinciale. Donc ça en fait partie aussi. Et puis compliqué aussi parce qu'on est une femme et que finalement, c'est un peu compliqué pour être dans le monde des affaires. Mais ce que j'ai fait devenir comme un atout au fil des années, tout simplement parce que les confrères, vous êtes une femme, donc ils ne se méfient pas trop de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Donc vous n'êtes pas spécialement dans l'éveil, etc. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce qu'une fois que vous êtes sorti du forêt du bois, les gens se disent mince, je ne savais pas que... voilà. Donc c'est assez marrant et je pense qu'il faut s'en servir comme étant une force et pas une tare. Oui. Non. Alors finalement, on peut dire que dans ton cas, c'était quelque chose qui te sortait finalement de l'eau, parce qu'il y a comme les confrères, c'était plutôt les hommes. Toi, quand ils t'ont vu venir, peut-être, c'était comment ça s'est passé dès le comment départ? Ça s'est passé, ils ont commencé à dire que j'étais totalement branque de vouloir ressortir cette boîte, puisque moi je l'ai rachetée devant les tribunaux de Nanterre à l'époque, il y a une 14 années, que j'allais mourir et que en fait mon travail serait vain parce que ça servirait à rien. Bon, finalement, petit chemin malin, comme on dit, j'ai fini par prendre mes budgets, par prendre les Microsoft, par prendre des Toshiba, des Coca, des Unilever, et tout ça grandissant, tout ça pour arriver à un moment de ma vie à prendre un Orange qui a représenté une très grande part de marché dans mon business. On s'est spécialisé dans les télécoms, avec tout un tas d'outils informatiques qui ont permis de pouvoir donner un taux d'efficacité et un taux de transformation important sur le terrain. Voilà, c'est ce qui a fait que quelques années plus tard, on s'est retrouvés à être parmi les 10 plus grosses boîtes, je dirais, du marché, dans les grandes années. Voilà, mais je dirais que ça n'a pas été un handicap, loin de là. Et c'était vraiment c'est incroyable de voir en fait cette réussite avec tellement de contrats que tu nous dis que tu as pris à faire à mesure. L'idée c'est qu'est-ce que te différenciait finalement de concurrents? Quel était vraiment qu'est-ce que tu penses dire? Quel était l'élément? La différence sur ce type de marché, ça a beaucoup été l'aspect technologique. Donc moi, je suis issue d'un milieu technique, en fait, de l'informatique, etc. Et j'ai su toujours donner un côté avant-gardiste
avec des applications, avec des méthodologies pour pouvoir quelque part optimiser les coûts de production en interne. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième, d'arriver avec des nouveautés. C'est-à-dire qu'on a été les premiers à recruter tous les salariés, puisqu'on travaille sur toute la France, par des vagues SMS. Donc je parle de ça il y a déjà 6-7 ans. On a été les premiers à former les gens par de l'audio. Ça veut dire qu'ils arrivaient dans une room, on leur disait bienvenue, vous êtes bien sûr l'espace dédié à Unilever. Voilà, vous allez apprendre tout le brief, savoir comment on fait une animation de file d'attente, etc. Voilà, tout ça, ça a été des choses qui n'existaient pas sur le marché, qui rapidement en fait, sont devenues totalement adaptées et puis utilisées par tous mes confrères, parce que c'était des vrais moyens et qui d'une part optimisaient les coûts de rendement et deuxièmement qui en termes de réactivité n'avaient rien à voir, parce qu'on était sur des conceptions, des séminaires physiques ou par téléphone, enfin bon, c'était l'usine à gaz. Donc en mettant en place ce type d'outils, ça a permis de pouvoir générer des bookages de 600 à 700 personnes en l'espace de 3 semaines, en les formant sur les produits, en les formant sur les techniques de vente. Enfin voilà, il y avait tout un tas de choses qui vont bien. On a été les premiers à faire toute la partie Boost School, qui est une formation e-learning. Donc ça, là on est sur du 5-6 ans. La première plateforme qui est sortie sur l'e-learning, elle était dans notre marché chez nous, ce qui permettait aux gens d'avoir leur qualification, leur diplôme pour entrer dans les centrales, dans les enseignes, la certification produit, la certification de la maison. Enfin voilà, il y avait tout un tas de niveaux où les gens avaient déjà l'impression déjà d'appartenir à une société, ça c'était hyper important, parce qu'on a une masse humaine quand même qui est relativement volatile. Et deuxièmement, ça permettait de donner du crédit aussi à nos clients, leur disant voilà, on emploie des gens, mais ces gens-là, on les fait évoluer et l'enfant grandit avec. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont un côté d'appartenance et ça nous permettait de fidéliser nos animateurs. Donc ça, c'était le côté bien sympa. Après, je n'ai jamais rechigné tout simplement sur mes allers-retours. Moi, je passais 3 jours par semaine sur Paris. J'ai pas vu grandir mon aîné. Enfin, voilà. Oui, c'est le déplacement. Tout à fait, parce que tous nos clients sont sur Paris. Voilà, il y a eu des sacrifices qui ont été faits. J'ai eu des problèmes de santé aussi. J'en ai eu dernièrement encore. Enfin, voilà. À un moment donné, il y a un prix. Il y a le tribut à payer. Et ce tribut, voilà, il faut en être conscient aussi, c'est au détriment de beaucoup de choses. On ne peut pas, malheureusement, je n'ai pas trouvé la recette de ménager la chèvre et le chou. Oui, il y a... Alors, si j'ai bien compris, c'est beaucoup l'innovation. Oui. L'innovation, la technologie. Oui. Et aussi tout ce qui est l'imagination de sortir toujours quelque chose qu'on ne voit pas sur le marché ou qu'il y a quelque chose qui sort un peu l'ordinaire et finalement qu'on se distingue avec cette partie-là. Voilà. C'est ça? Alors, pour en revenir et parler de ce sujet-là, c'est assez marrant parce qu'en fait, tout le monde me disait mais ouais, c'est une super idée. Et pour moi, je me disais, mais non, c'est juste l'évidence, quoi. C'est juste l'évidence. On a un point A, il faut aller relier au point B. Pourquoi passe-t-on par tout un tas de chemins alors qu'il y a juste à construire un petit tunnel qui va faire le transfert? Les idées que j'ai trouvées dans ces 15 dernières années sont des idées qui sont toujours liées à l'évidence. Ça veut dire qu'il faut juste analyser, regarder ce qui se passe et ne pas chercher des complications là où il n'y en a pas. Les fondamentaux, les choses simples sont toujours les meilleures. D'une part, pour les mettre en œuvre. Deuxièmement, pour pouvoir les intégrer, les faire intégrer aux autres, aux équipes. Ça, c'est la deuxième partie. Et pour pouvoir les faire devenir, pas un projet, mais une réalité. Ça veut dire une vraie action. Il faut que tout le monde puisse bien s'imprégner et bien comprendre où on veut aller. Donc, l'avantage que j'avais, c'est que des choses simples devenaient très simples. Et tout le monde disait, mais oui, voilà. Donc, c'est l'évidence. Et c'est ce qui était assez marrant et c'est ce qui a fait qu'on s'est retrouvé avec une image au niveau de l'agence pendant des années de très avant-gardiste sur toute la partie technologie, les reporting, etc. Parce qu'en fait, on me disait, mais moi j'ai besoin d'avoir ce type d'analyse sur le terrain, j'ai 600 personnes, mais je ne sais pas si je suis en rupture de stock. Ah ben oui, c'est sûr, en effet, c'est un problème. Si on envoie 600 personnes tous les jours au magasin et il y a des ruptures de stock, je ne vois pas l'intérêt d'envoyer du monde. Donc là, c'est pareil, on a mis un système avec des vagues SMS, donc les animateurs arrivaient, ils disaient, plaf, j'ai tant de produits, etc. Et on collectait ces datas-là dans les 2-3 heures de la première journée d'animation, ce qui permettait en fait à l'industriel de repasser des commandes sur les plateformes ou chez le grossiste pour pouvoir réalimenter derrière les magasins. Voilà, donc il n'y a rien d'exceptionnel à ça, mais c'est quelque chose qui n'existait pas. C'était, alors bien entendu par ma compétence informatique, c'était plus simple à utiliser plutôt que de passer par des cahiers des charges, des prestataires ou des techniciens informatiques, mais
ça permettait d'avoir une vue, je dirais, synthétique du problème avec une solution qui pouvait être en adéquation rapidement. Ah, c'est génial. Alors, moi, ma question là, ce que je me pose, et peut-être les personnes qui nous regardent aujourd'hui, quelles étaient les difficultés quand tu as commencé? Quelles étaient vraiment peut-être une difficulté ou une barrière que tu as rencontrée et tu te dis, waouh, mais comment je vais pouvoir gérer ça? Comment je vais pouvoir passer cette... La première difficulté quand j'ai démarré cette activité, c'était d'ouvrir mon compte en banque. Voilà, déjà... Ça a l'air dingue. On arrive avec 130 000 € et on dit, voilà, je voudrais ouvrir un compte en banque et on vous dit, ah ben non, c'est pas possible. Ah pardon, d'accord, ok. Et pourquoi c'est pas possible? Parce que tout simplement, on se retrouve, moi à l'époque en travaillant pour Microsoft, pour Intel, enfin voilà, pour tout un tas de nouvelles technologies, c'était après 2001, donc avec des startups, avec une espèce de fébrilité sur ce type de marché, en disant non, mais c'est non, pas les startups. Non, mais je suis pas startup, je suis juste une agence de trade marketing. Voilà, c'est... Donc là, j'ai dû faire 12 banques. 12 banques, d'accord. Voilà. Le jour où j'ai rencontré mon banquier, que je salue, il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, je me suis juste dit, et là je lui dis, voilà, je voudrais avoir un compte. Oui, très bien. Vous allez ouvrir mon compte? Oui. Vous allez ouvrir mon compte? Là maintenant? Là maintenant? Bah oui, madame, vous avez 130 000. Oui, je veux pas de découvert, je veux rien, je veux juste mon compte ouvert. Oui. Et là, j'avais juste l'impression d'avoir gagné au loto. Le type prenait juste mes fonds pour les mettre sur un compte en banque et il me donnait un chéquier pour pouvoir fonctionner et faire mes salaires. C'était juste là, le premier miracle de la vie. C'est marrant parce que j'ai la même expérience il y a 2 ans. Oui, tout à fait. C'est assez même surprenant parce qu'on s'attend à avoir beaucoup de problèmes, de contraintes, mais pas celle-ci. Surtout quand on n'a pas besoin de financement, quand on n'a pas besoin de... Enfin voilà, quand je veux dire, vous arrivez, vous déposez l'argent et vous voulez juste ouvrir un compte. Là, ça devient déjà très compliqué. Donc là, j'ai mis presque 1 mois et demi pour trouver un partenaire, ce qu'on peut appeler ça un partenaire. Ouais. Ensuite, les problématiques qui sont assez compliquées. Moi, j'étais une petite agence qui reprenait un fonds de commerce. Mes confrères étaient entre 40 et 50 personnes à l'époque. Et nous, on était 6. On était 6 et je me disais toujours, mais si j'ai un client qui vient à descendre et qui voit qu'on est 6, il va aller acheter des cigarettes, il ne reviendra plus. Petite taille alors, hein, c'est ça, petite taille. Et puis moi j'allais chercher des business qui étaient énormes parce que je savais que je pouvais les produire, parce qu'on avait un outil informatique qui nous permettait de produire et de ne pas avoir autant de charges salariales, mais difficilement explicable à un donneur d'ordre sur des gros industriels qui arrivent et qui me disaient, bon ben voilà. Donc ça tombait bien parce que je montais sur Paris, je les voyais, mais jusqu'au premier jour, il y en a un qui me dit, écoute, la semaine prochaine, je viendrai voir comment vous êtes organisés. Très bien, très bien. Et là, je dors pas. Là, je me dis, il va arriver, il va nous voir les 6, mais juste, il va mourir. Et moi avec. Et donc là, j'ai eu la brillante idée de faire ce qui est devenu La Vérité si je mens. Donc cette journée-là, on prenait une dizaine de CDD à la journée qui venaient travailler, qui remplissaient les bureaux. Donc on avait des PC, on avait tout organisé. J'adore ton idée, tu me l'as raconté, mais c'est vrai que C'était assez marrant. C'est marrant. C'est marrant. Et en fait, les gens se mettaient à travailler, donc ils avaient un casque sur les oreilles, ils tapaient, à l'époque c'était le LSA, ils rentraient le nombre de caisses, le nombre de mètres carrés qu'il y avait par magasin, puisqu'on travaillait dans la grande distribution. Et les clients venaient nous voir et ils voyaient, voilà, écoute, une vingtaine, c'est bien, hein, oui. Alors on n'était pas 40 ou 50 déjà, mais on était une vingtaine, donc on était déjà psychologiquement adaptés à donner satisfaction auprès d'un contrat. Alors, ce qui n'a jamais été un gros inconvénient, puisque les gens venaient, tout se passait bien, on avait les négos, j'ai eu des clients qui ont pesé jusqu'à 6 millions d'euros chez moi à l'année. Voilà, on a arrêté de faire ça il y a à peu près 3 ans maintenant, parce que la notoriété de l'agence faisait que ça suffisait, il n'y avait pas besoin de justifier quelque part, on leur montrait le logiciel, les gens voyaient qu'il y avait une réactivité, une optimisation, enfin, c'était assez miraculeux pour eux, alors ils disaient, oui, en effet, donc, c'est pour ça que nous sommes aussi peu par rapport à nos confrères. D'accord. Donc voilà, donc ça a été aussi une des problématiques à gérer sur laquelle on n'a pas la perception et on n'imagine pas. On s'imagine que la problématique, c'est d'aller chercher des business, d'aller chez Orange, chez Microsoft et leur dire, je suis à Toulouse, ça va bien se passer, je sais, il y a du foie gras, il y a du canard, mais il n'y a pas que ça non plus. Et c'est là où on se dit, mais ça va être compliqué. Et en fait, on arrive à trouver, toujours pareil, il faut faire la différence entre les problèmes et les contraintes. Les contraintes, on les contourne et les problèmes, on trouve une solution.
Parfait, hein. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup pour cet échange. Et peut-être vous vous demandez, si vous nous regardez là à cette heure, je vais vous demander quels étaient les conseils que Maïté elle peut nous donner aujourd'hui pour peut-être propulser votre business. Et est-ce que tu as 3 ou 4 conseils à nous donner pour les gens qui commencent? Alors, pour les gens qui commencent, je dirais qu'il faut faire confiance en personne. Vous avez un expert comptable. Ce monsieur, s'il était capable de gérer votre business demain matin, il serait lui-même patron de boîte. Donc, gardez toujours à l'idée qu'un expert comptable est là pour vous donner de la compétence, pour faire vos choix, mais ce n'est pas lui qui doit décider et de statuer sur la clôture de vos comptes et ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est très important. On a toujours l'impression que l'expert comptable a un statut un peu spécial. Non. Si ce monsieur était totalement intelligent, et je ne critique pas, bien sûr, c'est qu'il serait déjà patron de boîte et ils auraient fait fortune aussi. Il faut faire la différence entre le patron qui prend la décision et l'expert comptable que finalement, c'est un fournisseur d'écriture comptable, d'écriture comptable et de compétences. Au même titre aussi qu'on peut avoir dans son giron un avocat, un conseiller qui va nous dire « mais… » N'oubliez jamais que la décision finale, elle vous importe et c'est vous qui devez la prendre. Oui. Vous ne devez, c'est pas parce qu'on vous dit c'est ce qu'il faut faire qu'il faut le faire. C'est vous qui maîtrisez votre projet et qui le faites bien. Le conseil suivant, c'est stratégiquement ne pas se laisser polluer par des contraintes qui deviendraient des problèmes et ne pas rationaliser la hiérarchie des problèmes. Alors j'explique, c'est toujours un peu très compliqué, j'ai toujours des amis qui me disent « mais je ne comprends pas, quand tu me dis cette phrase, je ne l'intègre pas, je l'entends mais je ne la comprends pas. Il ne faut pas avoir 250 problèmes qui sont juste au rang 1. » Pourquoi ? Parce que notre cerveau n'est pas formaté pour trouver 250 solutions en même temps à 250 problèmes. Oui. Notre cerveau, il est conditionné pour trouver une solution à une problématique. Les 3/4 du temps, quand on liste bien, on s'aperçoit que finalement, quand on couche tout sur un papier, très clairement, qu'on extrait de son cerveau tout ce qui vient polluer, on s'aperçoit qu'on a des contraintes, on a des difficultés et on a des problèmes. Les problèmes, c'est 2 ou 3 réellement, mais quand on en résout un, on enlève les 3/4 des contraintes et on va solutionner 50% des difficultés. Le problème, c'est y voir clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'image que je pourrais donner, c'est vous êtes dans un champ, et il y a une motte de foin qui prend feu, et on n'y voit rien, on sait juste que ça sent le cramer et que ça ne va pas sentir bon. Là, il faut, à un moment donné, se dire qu'il faut s'arrêter, se dire qu'est-ce qui est important pour moi. Refixer les objectifs, c'est là où je veux aller, comment je dois y aller. On enlève les contraintes, comment je veux y aller. Je les mets de côté, comment je vais y aller. Notre cerveau va trop vite. En fait, il vous ramène toujours, parce que c'est de la sécurité de ramener ce qui est chronophage, ce qui fait qu'on tourne en rond, parce qu'on se sent à un moment donné indispensable et débordé. Oui, il faut juste, voilà, vraiment segmenter, se dire, voilà, moi, c'est ce que je veux faire, je vais aller à cet objectif-là. Comment j'y vais ? J'y vais là, là, là et là. Ensuite, on prend les contraintes, on prend les problèmes qui sont inhérents et on les classe par ordre, je dirais, d'évolution. À ce moment-là, je vais rencontrer un problème. Comment je m'organise ? Quelle sera la solution que je pourrais trouver ? Et on se rend compte que finalement, tout se solutionne. Il y a une seule chose qui ne se solutionne pas, c'est être en phase terminale d'un cancer. Après le reste, il faut prendre juste du recul et se dire que les choses, elles ont toutes une cause à effet. Ça, c'est le plus difficile, parce qu'une fois que vous aurez fait ça, il faudra hiérarchiser. Ça veut dire maintenant, je prends ma liste, par quoi je dois commencer ? Et je commence par quoi ? Donc, le cœur du problème, je veux aller là-bas. Ben, si c'est une voiture, on va aller chercher sa voiture. Voilà. Et on va prendre et on va se faire sa liste en se disant, voilà, j'ai un ordre chronologique qui va arriver en sachant que peut-être à la 17e position, je vais rencontrer mon problème. Mais à ce moment-là, je peux commencer à y réfléchir sans être pollué par tout un tas de choses. D'accord. Le prévoir en avance. Exactement, en amont. L'autre conseil que je peux donner, c'est qu'il faut toujours prendre des décisions quand on est patron de boîte. Quand on est dirigeant, malheureusement, on a tous nos moments de doute, nos peurs, et qui que ce soit aujourd'hui me dira le contraire, fera qu'il ne sera pas honnête et très clair avec lui-même. On a tous un moment donné où on se dit, est-ce que je prends la bonne décision, et qui pourrait m'aider, et avec qui je pourrais parler de ça. La bonne décision, la prendre, il vaut mieux en prendre une mauvaise, ce qui amènera à une bonne solution en termes d'ouverture, que ne pas prendre de décision. On ne doit pas se laisser, d'une part, mettre une épée Damoclès au-dessus de la tête,
Ça, c'est juste quelque chose qui est inacceptable en termes de confort de travail, parce que finalement, on se retrouve avec beaucoup de préoccupations quand on est dirigeant. Et si vous avez des épées Damoclès dessus, ça ne fait rien, ça n'altère que votre raisonnement et c'est pas bon. Le deuxième point, c'est que il faut vraiment, vraiment prendre des décisions en âme et conscience et responsable de ses actes. Quand vous prenez une décision en tant que patron, on ne peut pas dire c'est pas ma faute, c'est la faute des uns. Je rencontre beaucoup de petits entrepreneurs qui me disent oui, c'est pas ma faute, en fait, machin, etc. Fondamentalement, c'est votre faute. Responsabilité, prendre la responsabilité. Il faut prendre ses responsabilités, dire voilà, je décide d'aller dans ce sens-là, je décide de prendre cette décision-là. Et si demain matin, c'était pas la bonne, vous pourrez intégrer et en tirer la leçon qui va bien pour ne pas recommencer. Mais si on est toujours dans la dynamique à se dire c'est pas ma faute, c'est Pierre, Paul et Jacques, etc. qui m'ont dit que, virgule, vous êtes juste un pas bon. Parce que de toute façon, vous ne tirerez pas la bonne leçon, donc ça ne sera pas constructif. Ça veut dire que vous la referez perpétuellement. Donc ça ne sert à rien. Ça, c'est le deuxième point. Concernant la décision, parce qu'en fait, tout le monde me pose la question, mais comment fait-on pour prendre une décision c'est compliqué. Bien sûr, c'est compliqué. C'est très compliqué de prendre une décision. La décision, il faut qu'elle soit raisonnée, il faut qu'elle soit prise en âme et conscience, et on le répète, en toute responsabilité, mais on peut évaluer aussi les décisions. C'est-à-dire que moi, chaque des grosses décisions que j'ai prises, ou des décisions peut-être moins importantes, mais qui ont eu un côté extrêmement fort sur les conséquences que ça pouvait donner, positif ou négatif. C'est-à-dire que j'ai un plan ABC, dont un ami m'a dit de déposer le plan ABC, parce qu'il me dit c'est juste fantastique. Je ne vois rien de fantastique à ça, mais si ça peut vous aider, c'est avec grand plaisir. C'est que plan A, tout se passe comme prévu et c'est merveilleusement bien. Tout va bien, le marché, la société, tout se passe bien. Et on s'est vraiment mis à rêver et finalement, c'est plus que de raison. Le plan B, ça ne se passe pas comme prévu. D'accord. Voilà. Et le plan C, ça ne se passe pas du tout comme prévu, c'est catastrophique. Ok, alors ça veut dire un... J'en ai 3. Voilà, ok. Dans ces 3-là, je vais imaginer chaque fois ce qui peut se passer dans le pire des cas. Sans oublier que dans le plan C, si je venais à switcher sur le plan C, il faut que je vienne semer un petit peu de plan A et un petit peu de plan B pour que je puisse remonter, ne pas me retrouver dans une situation qui fait que demain matin, je serai dans une voie sans issue. D'accord. D'accord ? Vous allez me dire, mais moi je veux bien, mais comment on fait ça ? Alors, comment Comment on fait ça, Maïté ? C'est toute une stratégie. Ça veut dire que on vient sur la solution plan C, même sur la B, on va venir repiquer pour pouvoir remonter et refaire le chat. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va semer dans notre plan B. On se dit, voilà, si ça ne se passe pas bien, ça va se passer comme ça. Ok, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Parce que la peur que nous avons tous, c'est peur de perdre. Peur de perdre. Oui. Peur de perdre. Perdre un budget, perdre de l'argent, perdre sa femme, ses enfants. Oui, enfin, voilà, on peut tout perdre. Il y a des gens qui sont assez fous. Dans le plan C, ils ont mis la maison, les reins de leurs enfants et leur bonne femme, ce qui est complètement... moi, ça me paraît totalement inaltérant, mais bon. Là-dessus, il faut savoir qu'il faut aller semer un peu du point A pour pouvoir le remonter, pour qu'on puisse se dire, voilà, si j'arrive là, à un moment donné, j'aurai le choix de pouvoir remonter dans ces cas-là. Stratégiquement, j'avance un pion de cette façon-là. Ça, c'est important. Alors après, bien entendu, il y aura des exemples, il y a tout ce qui va, mais j'ai un exemple qui est assez criant de vérité et qui n'est pas pour le moins marrant, puisque moi, il m'a apporté quand même beaucoup de problèmes de santé. J'avais un gros client qui était dans les opérateurs télécoms, qui un jour me convoque à Paris, qui me dit, il faut que l'on se voit, Maïté, etc. Très bien, j'arrive à l'heure, l'arrêt sur le côté, mon cartable, c'est 6 millions d'euros, c'est pas rien, les dents toutes fraîches brossées. Bonjour monsieur, bonjour. Et voilà. Et là, il m'explique qu'en fait, je dois payer 35 000 euros sur une erreur qu'ils avaient faite. Sinon, on me retirait 3 millions d'euros de budget pour la fin de l'année. Et comme ça, du jour au lendemain, article 82. Et là, je regarde, je dis à ce gars-là, mais... Ah oui. Non, je dis, mais tu plaisantes. Je lui dis, tu es en train de m'expliquer que nous avons des contrats depuis plus de 6 ans, que là, parce que je n'accède pas à ta demande de payer, alors que je trouve ça injuste que ce soit moi qui paye ces 35 000 euros, parce que vous avez fait une erreur, tu me demandes à moi de partir là-dedans. Oui, mais c'est ça où tu perds les 3,5 millions qui te restent. Et là, je dis à ce gars,
Je dis, mais tu es le cousin de qui pour être au poste où tu es? Comment peux-tu, avec les relations commerciales que nous avons et les contrats signés, me dire ça? Oui, c'est comme ça, de toute façon, je ne démordrai pas, etc. Et là, bien entendu, ayant un peu le sang chaud, mon côté latin, etc., je commence à expliquer qu'il est la brillance même de l'incompétence, enfin bon, j'évite les détails, et je monte un petit peu en montée. Et là, je lui dis, écoute, je pense que tu n'es pas raisonné, tu es en train de prendre une décision hâtive, qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas à même de pouvoir représenter la structure dans laquelle tu travailles. Je vais te conseiller quelque chose. Tu vas aller voir ton service juridique ce soir, je vais partir, il est 16h. Demain matin, à 8h, je serai dans ton bureau. Et après avoir exposé ta décision et les contraintes que tu as, tu viendras m'expliquer qu'en effet, tu es sur ta position. Et à partir de là, nous nous aviserons sur les faits. Inutile de vous dire que le soir, je suis arrivée, j'ai cru que j'allais le tuer, du moins l'écraser avec la voiture. Voilà, je monte bien dans les tours. Le lendemain matin, je me présente donc à son bureau. Et là, tout à fait tout mielleux, etc. Et il me dit, non, mais en fait, hier soir... c'était pas du tout ça, ce que je voulais t'expliquer, tu as mal compris, etc. Tu me rassures. Tu me rassures. Donc là, j'avais semé stratégiquement en me disant que s'il revenait, parce que je savais qu'il ne pouvait pas faire ça parce que nous partions au clash, j'avais semé l'opportunité de lui laisser la dignité. Et là, je lui dis, je te prie de m'excuser pour tout ce que je t'ai dit hier soir, mais je suis sous traitement hormonal actuellement pour avoir mon second. Oui. Et là, le problème des traitements hormonaux, c'est que c'est pas possible. Tu vois, c'est juste que j'ai des pulsions. Je te prie de m'excuser. Non, sincèrement, c'est pour moi, je m'y excuse. Voilà, donc si le problème est réglé, il n'y a pas de souci, tout va bien, etc. Voilà. Inutile de vous dire ce que je pensais réellement de ce monsieur. Mais j'avais quand même 3,5 millions derrière. Exactement, oui. Voilà, donc il faut juste se raisonner. L'ego, c'est bien. Mais il faut juste à un moment donné savoir se positionner. J'ai fait un micro-AVC par la suite, dans les 48 heures qui ont suivi la montée avec lui, puisque j'étais un peu énervée quand même. Donc voilà, donc du coup, ça fait partie. Voilà, pour donner un exemple un peu plus concret sur le plan A, B, C, ça veut dire qu'à un moment donné, ça ne se passe pas comme prévu. Oui. Donc j'étais sur un plan B, c'était devenu sur le C. Oui. Exact. Exact, puisque là, du coup, c'était ça ou rien. Ça ou rien, oui. Du coup, je lui ouvre une porte pour pouvoir remonter sur le B, tant bien que mal, et pouvoir repartir sur le A en finalité. D'accord. Voilà, en gros, après, je dirais que des conseils sur les jeunes entrepreneurs, il faut bosser. Il faut bosser, il faut rêver aussi, parce que c'est ce qui fait qu'on mène à bien des projets. Mais il faut travailler, il ne faut pas s'endormir et penser que les autres vont nous donner quelque chose. Personne ne nous donne rien. Et le jour où on a un cadeau de la vie, de quelqu'un qui arrive et qui nous tend la main, on se dit waouh, ça c'est juste le bonbon. Oui. Alors merci beaucoup, c'était vraiment un super moment. On a appris beaucoup de choses et merci Maïté pour ces moments. Comment on peut te contacter? On va mettre en bas du... Parfait, très bien. Le lien vers ton site. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et vous pouvez également la partager. C'était Susanna Croma et Maïté Quintana. Et pensez que vous pouvez toujours créer la vie et le business de vos rêves. Je vous embrasse, à bientôt. Merci, bye bye. Bye bye. Avez-vous aimé cet épisode? Si oui, vous pouvez faire 3 actions tout de suite pour continuer le chemin ensemble. La première chose, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et j'espère que vous allez le faire pour pouvoir suivre les prochains épisodes, le peps du business. La deuxième chose, vous pouvez télécharger le livre Riche et influente, la puissance de la pensée féminine, juste à côté. C'est gratuit, n'hésitez pas. Comme ça, vous allez avoir le premier chapitre de ce livre de Sharon Lecter. Alors la troisième chose, vous pouvez vous abonner dès à présent à ma newsletter. Pourquoi? Parce que je partage les PDF, les vidéos de formation et les événements que je ne peux pas partager ici sur YouTube. Alors cliquez juste à côté sur susannacroma.com. Alors, croyez en vos rêves. Faites confiance à l'instant et passez à l'action maintenant.